à tous, merci d'être sur Mandarin TV. Bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine et les relations franco-chinoises. Voici les titres de l'actualité. Covid-19, le vaccin chinois pourrait être disponible dès le mois de novembre. L'Organisation mondiale du commerce donne tort à Donald Trump face à la Chine. Ils sont plus de 110 millions en Chine, les utilisateurs mobiles de la 5G, un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Des immeubles envahis par des plantes, les habitants contraints de fuir leur appartement. Et pour finir ce journal, nous irons à la rencontre d'Alexander Brandt et de son parcours, de l'école des beaux-arts de Paris à Shanghai pour ensuite rayonner dans le monde entier. L'épidémie de coronavirus Covid-19 a engendré plus de 900 000 décès dans le monde. La course au vaccin est devenue une priorité pour de nombreux pays. Après avoir fait état de progrès très satisfaisants, la Chine espère un vaccin contre la Covid-19 pour le grand public dès le mois de novembre. Alors que la course au vaccin fait rage sur la planète, la Chine affiche son optimisme sur ce front, évoquant un potentiel produit disponible pour le grand public dès novembre. Les progrès actuels sont très satisfaisants, a expliqué à la télévision nationale CCTV l'épidémiologiste Wu Guizhen, une responsable du Centre de contrôle et de prévention des maladies, un organisme du ministère chinois de la Santé. Dans cette interview diffusée lundi soir, Madame Wu affirme qu'un potentiel vaccin pourrait être disponible vers novembre ou décembre. Plusieurs sont en cours d'élaboration en Chine, mais elle n'a pas précisé duquel elle parlait. Aucun candidat vaccin dans le monde n'a pour l'heure achevé la phase d'essai sur l'homme. Un candidat vaccin chinois conçu par le laboratoire CanSino Bio en collaboration avec des scientifiques de l'armée fait partie des projets les plus avancés. D'autres fabricants chinois sont également sur les rangs, à l'image des entreprises Sinovac et Sinopharm. Ils ont exposé à Pékin la semaine dernière pour la première fois leur dose anti-Covid-19. Les deux groupes pharmaceutiques espèrent obtenir le feu vert des autorités pour une mise sur le marché avant fin 2020. 9 candidats vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde. Il s'agit de la dernière étape des essais sur l'homme avant une possible commercialisation. Les fabricants mondiaux de vaccins sont en course pour développer un vaccin efficace contre le virus qui a tué plus de 928 000 personnes. Les principaux fabricants de vaccins occidentaux se sont engagés ce mois-ci à respecter les normes d'études scientifiques et à rejeter toute pression politique visant à précipiter le processus. Le groupe d'experts de l'Organisation mondiale du commerce chargé de statuer sur cette affaire à la demande de Pékin a conclu que les taxes douanières punitives imposées à la Chine par l'administration Trump vont à l'encontre des règles du commerce international. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis a débuté en 2018 lorsque Donald Trump a décidé d'appliquer des droits de douane supplémentaires sur 250 milliards de dollars de biens chinois, ce que la Chine avait vivement critiqué, estimant que cela violait les règles du commerce international. Dans un rapport publié mardi 15 septembre, le groupe d'experts de l'Organisation mondiale du commerce, chargé de statuer sur cette affaire à la demande de Pékin, a conclu que les mesures en cause sont incompatibles avec différents articles de l'Organisation mondiale du commerce et recommande que les États-Unis rendent leurs mesures conformes à leurs obligations. Dans son rapport, le groupe d'experts souligne en outre que les États-Unis n'ont pas fourni d'éléments de preuve ou d'explications suffisants pour étayer leur affirmation selon laquelle les mesures étaient nécessaires pour protéger les normes du bien et du mal qu'ils invoquaient et qui étaient considérées comme relevant de la moralité publique aux États-Unis. La Chine a réagi à travers un communiqué d'un porte-parole du ministère chinois du commerce, déclarant qu'elle espère que les États-Unis respecteront pleinement la décision du groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce et le système commercial multilatéral fondé sur des règles. Les deux parties peuvent désormais faire appel devant l'Organisation mondiale du commerce, mais l'organe d'appel de l'institution basée à Genève, dont la nomination des juges est bloquée par Washington, n'est plus opérationnelle depuis le 11 décembre, faute de magistrats en nombre suffisant. En effet, Washington s'estimant inéquitablement traité par le gendarme du commerce mondial et qui a menacé de quitter l'organisation, dont il réclame la refonte, paralyse depuis décembre le tribunal d'appel en bloquant la nomination des juges. Les relations sino-américaines se sont fortement détériorées après l'entrée en fonction de Donald Trump en 2017. Outre l'imposition de tarifs douaniers, les États-Unis ont accusé sans preuve Pékin d'utiliser le géant des télécommunications Huawei, ainsi que la plateforme de médias sociaux TikTok et de messages WeChat pour espionner les citoyens américains.
L'Europe et les États-Unis accusent la Chine d'orchestrer une persécution de grande ampleur contre la minorité musulmane ouïghour. La Chine a toujours démenti ces accusations. Le ministère chinois des Affaires étrangères a même annoncé mardi, à la demande de l'Union européenne, que la Chine était d'accord et disposée à organiser une visite indépendante dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. Monsieur Wang a indiqué que la Chine invitait les gens à visiter le Xinjiang et à en apprendre davantage sur la situation réelle au lieu de croire à des on-dit ou des mensonges fabriqués. Il a souligné toutefois que la Chine s'oppose à toute enquête comportant une présomption de culpabilité. Situé dans le nord-ouest de la Chine, le Xinjiang est devenu la dernière victime des interdictions américaines qui verront certaines des exportations de la région, notamment le coton et les vêtements, être bannies des États-Unis. Lors de la réunion d'information de mardi, le ministère chinois a qualifié les interdictions d'importation américaines qui invoquent les violations des droits humains de la Chine, de harcèlement nu et de sabotage des chaînes d'approvisionnement mondiales. Le géant suédois du prêt-à-porter H&M a annoncé mardi qu'il cessait aussi toute relation avec un producteur de fils chinois en raison d'accusations de travail forcé de Ouïghours. Le détaillant a précisé qu'il n'y avait aucun signe de travail forcé, mais qu'il ne préférait pas prendre de risques. Monsieur Wang a déclaré lors de la réunion que les États-Unis disent qu'ils se soucient des minorités ethniques du Xinjiang tout en persécutant les entreprises du Xinjiang. Il a ajouté également que la Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits et les intérêts de ses entreprises et exhortant les États-Unis à cesser de saper la coopération normale entre les entreprises chinoises et américaines. Moins d'un an après le déploiement du réseau, la Chine compte plus de 110 millions d'utilisateurs mobiles en 5G, une information confirmée par la CAICT, China Academy for Information on Communication Technology. Rien n'arrête la 5G en Chine, pas même le coronavirus, ni les nouvelles sanctions américaines contre Huawei. La Chine compte déjà plus de 110 millions d'utilisateurs mobiles en 5G, moins d'un an après le déploiement du réseau. La Chine devient donc officiellement le premier marché mobile en 5G, alors même que ses 110 millions d'abonnés 5G ne représentent qu'une faible part du 1,5 milliard d'abonnés mobiles que compte le pays. 15 000 antennes 5G sont installées chaque semaine en Chine et près d'un demi-million d'antennes ou stations 5G sont déjà en place. Ces investissements massifs en infrastructures 5G profitent essentiellement à Huawei. En France, où le sujet est source d'innombrables tensions, le démarrage du déploiement de la 5G est attendu pour 2021. Les enchères pour l'attribution des premières fréquences doivent se tenir fin septembre, ouvrant la voie à des premières offres commerciales d'ici fin 2020. Les membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient recommandé un moratoire dans leur proposition remise en juin au président Emmanuel Macron. Cette demande a été reprise dimanche par 70 élus de gauche et écologistes dans une tribune publiée par l'hebdomadaire JDD, déplorant que le lancement de la 5G intervienne sans étude d'impact climatique et environnemental, ni aucune consultation publique préalable. L'idée d'un moratoire a été balayée lundi par le président Emmanuel Macron devant un parterre d'entrepreneurs du numérique de la French Tech réunis à l'Élysée. Il a assuré que la France allait prendre le tournant de la 5G. Évidemment, on va passer à la 5G. Je vais être très clair. La France, c'est le pays des Lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. La nature reprend ses droits. En Chine, dans la ville de Chengdu, des bâtiments résidentiels végétalisés se sont transformés en cauchemars pour leurs habitants, envahis par leur propre végétation. Certains ont même pris la fuite. Pour habiter dans ces immeubles, il faut avoir la main verte. Le quartier du jardin forestier de Xihe City, à Chengdu, dans le centre de la Chine, a progressivement été envahi par les plantes qui faisaient sa particularité. En l'espace de 2 ans, la végétation luxuriante plantée sur les balcons a envahi les façades et fait fuir de nombreux résidents. Les promoteurs de ce projet finalisé en 2018 vantaient les mérites des immeubles végétalisés, capables de filtrer l'air extérieur et d'apporter de la fraîcheur grâce à 20 espèces de plantes sélectionnées pour l'occasion. L'ensemble des 826 appartements mis en vente avait trouvé acquéreur très rapidement en avril 2018. Mais le manque d'entretien et l'apparition de nuisibles, notamment des moustiques, auraient fait fuir de nombreuses familles
familles. Certains appartements paraissaient occupés avec de la lumière à l'intérieur des logements, des plantes bien taillées et du mobilier installé sur la terrasse. Mais les terrasses de nombreux autres sont recouvertes par une végétation laissée à l'abandon. Seule une dizaine de familles ont emménagé dans le quartier. Le faible taux d'occupation serait ainsi dû à la présence de nombreux moustiques qui prolifèrent en raison de la végétation. Malgré cet échec immobilier qui a fait l'objet d'un reportage par la télévision officielle chinoise, les projets d'immeubles végétalisés séduisent de nombreuses villes dans le pays qui comptent parmi les plus polluées du monde. 2 tours végétalisées doivent sortir de la terre à Nankin dans la province du Jiangsu, conçues par l'architecte italien Stefano Boeri, connu pour son célèbre Bosco Verticale, la forêt verticale construit à Milan en Italie. Ces immeubles promettent d'apporter un air plus pur et une isolation naturelle. Encore faut-il aimer le jardinage et avoir prévu de l'anti-moustique. Et dans le domaine des technologies spatiales, la Chine revient de loin. En seulement quelques années, l'empire du milieu a su s'imposer comme une grande puissance spatiale. Retour sur de nombreux accomplissements de la Chine. Aller dans l'espace demande d'abord des fusées. Depuis la première fusée Longue Marche 1, lancée en 1970, la Chine a réussi depuis peu à s'imposer comme un concurrent de taille aux fusées européennes Ariane. Aujourd'hui, la Chine est dans la course pour la conception de lanceurs entièrement réutilisables qui feront baisser les coûts de production avec sa Longue Marche 8, un lanceur très inspiré du Falcon 9 de SpaceX. La Chine est désormais la plateforme incontournable pour permettre aux pays pauvres ou en voie de développement d'avoir pied dans l'espace. Pakistan, Algérie, Nigeria, Bolivie, Venezuela, Laos, ils sont désormais très nombreux à lancer leurs satellites depuis la Chine. La Chine elle-même n'est pas en reste, puisqu'à part détenir la 2e flotte mondiale de satellites, elle est déjà le premier lanceur au monde avec 40 lancements prévus cette année. Elle dispose aussi depuis juillet dernier de son propre GPS maison, un réseau de satellites de positionnement chinois. La Chine est allée 2 fois sur la Lune en 2013 et 2018 en y envoyant 2 rovers, Yutu 1 et 2, qui lui ont permis de tester ses technologies avant de faire le grand saut vers Mars. Elle a créé ainsi une grande première en réussissant à envoyer Yutu 2 sur la face cachée de la Lune en janvier 2018, la partie jamais explorée de l'astre. Pour l'aider dans l'exploration, la Chine utilise aussi ses ressources terrestres au maximum, en plus de posséder FAST, le 2e plus gros radiotélescope au monde, achevé en 2016. La Chine s'est rapidement dotée de 2 bases de simulation de la vie martienne dans le Gansu et le Qinghai, ces provinces de l'Ouest à la géologie si proche de Mars. Original, ces centres scientifiques sont aussi des parcs d'attractions visitables par les touristes. Malgré son retard pendant de nombreuses années, il n'y a aucun doute maintenant, la Chine est un redoutable compétiteur spatial. Pour finir ce journal, nous partons à la rencontre d'Alexander Brandt, un artiste allemand spécialisé dans les nouveaux types de médias. Diplômé de l'école des Beaux-Arts de Paris, il s'est envolé en Chine pour réaliser son rêve. Grâce aux œuvres qu'il a réalisées pour l'exposition universelle de Shanghai, il s'est bâti une réputation internationale. Maintenant, même mes employés m'appellent le boss volante. C'est déjà devenu complètement normal maintenant. Ouais. Ça me fait plaisir aussi de donner un nom qui vole à toutes les choses que je fais. Parce que ça me plaît de jouer sur cet aspect d'aspiration et d'imaginer les choses. Voilà. Alors j'ai rencontré ma femme lors d'un interview. Et c'était pas une interview, c'était une espèce un entretien d'amour entre deux personnes. Voilà. Et après, on a décidé d'aller en France. On a fait 2 bébés. Elle a travaillé là-bas, moi aussi. Et après 5 ans, on a décidé de retourner en Chine avec le projet de créer un espace artistique. C'est vraiment grâce à ma femme qu'on a réussi à créer cette société et de réussir. Je trouvais qu'en fait, Shanghai, ça bougeait vraiment. Il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. C'est pour ça que je suis retourné en Chine. On a commencé avec des mains vides. Avec quelques sous, on a commencé à louer un lieu. C'est d'ailleurs le même lieu dans lequel on est. C'était destiné à faire un atelier artistique et on a commencé à avoir des tout petits projets, c'est devenu des plus grands projets, c'est devenu des musées entiers, c'est devenu des dizaines de musées entiers. Le premier musée vraiment important pour nous,
C'était le musée des enfants à Shanghai. Et on a vraiment complètement reimaginé cet espace, complètement reimaginé toute l'histoire et comment raconter les sujets qui étaient une exposition en fait plutôt technologique pour avoir des enfants qui apprennent en même temps qu'ils jouent. Il y avait une grand-mère et qui disait « Ah, ma grande fille, elle veut venir ici chaque semaine, je suis complètement crevée, chaque semaine elle veut venir ». Pour moi, ce genre de commentaire, évidemment, c'est très encourageant. Et voilà, 13 ans après, on est une agence avec 100 personnes, 6 départements et une cinquantaine d'expositions dans le monde. Le projet le plus important pour moi, c'est certainement ce projet que nous venons de gagner dans une compétition internationale et c'est le planétarium de Shanghai. C'est vraiment pour moi mon projet de rêve, c'est mon projet d'étoile. Nous avons poursuivi pendant 7 ans. Je me rappelle très bien, j'avais fait le premier design d'une tour solaire. Et l'idée, c'était d'inviter le visiteur à rentrer dans un instrument scientifique. Et c'est pendant vraiment en tout 5 tours de design et de compétition que nous avons finalement gagné ce projet. En Chine, on va toujours dire quelque chose de différent de ce qu'on pense. C'est vraiment une confrontation de deux cultures. D'une côté, c'est vraiment de plonger dans la Chine, apprécier la Chine, apprécier les gens, apprécier la bouffe, apprécier la culture et aussi apprendre à saisir les opportunités. Et d'une autre côté, c'est vraiment de garder un cœur naïf et de continuer à suivre son propre rêve malgré toutes les vices et toutes les opportunités qui pourront faire en sorte qu'on va dans des lieux qui sont étrangers à soi-même. C'est le rêve de faire du bien à un public, de vraiment de permettre aux spectateurs d'expérimenter le même rêve que nous rêvons chaque jour. Et c'est déjà la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. Et pour continuer à suivre l'actualité et retrouver toutes nos vidéos, rendez-vous sur mandarintv.fr. Excellente journée ou excellente soirée sur Mandarin TV.